Mesdames et messieurs, bien bonsoir et bienvenue à votre émission Actu Covid. Je suis très ravi de vous retrouver sur la chaîne numéro 1 de télévision au Burkina Faso, c'est BF1, pour parler d'un sujet qui vous tient en cœur. Il s'agit donc de médecine traditionnelle et vous nous avez réclamé, vous nous avez demandé de revenir sur le sujet et nous vous écoutons. Aujourd'hui, donc, nous revenons sur le sujet de la médecine traditionnelle avec des invités de marque. Je ne vais pas dire comme quelqu'un qui sont beaux, mais je pourrais dire qu'ils sont bons. Avec moi sur le plateau, donc, j'ai Madame Dianda. Bonsoir, Madame Dianda. Bonsoir. Voilà, vous êtes Madame Dianda née Lessomba Karidja, chargée de formation du réseau des tradis praticiens et herboristes du centre. Et c'est la troisième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Merci. Et les téléspectateurs vous connaissent déjà sans doute. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous remercie également. Je vous en prie. Alors, en face de vous, nous avons Mamadi Tassambedo. Vous êtes directeur général du Centre national de la propriété industrielle, CNPI, au ministère du Commerce du Burkina. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, M. Nazier. Oui. Alors, un autre ministère représenté, c'est celui de la Santé. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Dr Somé Eloa. Vous êtes chef de service médecine traditionnelle et alternative donc au ministère de la Santé du Burkina. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir et bien du jour à tous les auditeurs. D'accord. Et en face de vous donc, et pour boucler ce plateau, nous avons professeur Kendelbego Martin. Vous êtes biochimiste au laboratoire de biochimie et chimie appliquée de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Bienvenue à vous. Merci et bonsoir. Alors, nous avons aussi des intervenants qui vont nous rejoindre dans peu de temps au téléphone. Ils pourront donc venir apporter leur contribution. Il s'agit du professeur Savadogo Louis, directeur général de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche ANVAR, et également du docteur Nébier Roger, directeur général du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à l'émission en posant vos questions, d'abord sur la page Facebook, en allant donc sous le post qui présente cette émission. Vous pouvez poser vos questions à ce plateau et d'ici l'heure de l'émission, vous pourrez donc appeler directement pour leur parler en direct. Alors, allons-y tout de go avec la première question. C'est une première question, mais une grande question tout de même. Quelle est la place de la médecine traditionnelle au Burkina Faso actuellement? C'est la question que je vous pose à tous les quatre. On va commencer avec vous, professeur. Dites-nous, quelle est la place qu'occupe la médecine traditionnelle au Burkina? Ok, donc merci pour cette question et puis bon, merci pour le fait que je sois le premier donc à prendre la parole. Je dirais que la médecine traditionnelle occupe une place très très importante au Burkina Faso. Selon les chiffres donc, de l'OMS qui datent donc de 2008, ce sont les chiffres que moi j'ai pu obtenir, nous avons environ 70% de la population du Burkina Faso qui a systématiquement recours à la médecine traditionnelle, notamment pour les soins de santé primaire. Et également des chiffres que j'ai par rapport donc, au ratio tradithérapeute population, ce sont des chiffres qui ne sont pas très récents, hein, ce sont des chiffres qui datent de 2008 que j'ai également. Nous avons environ un tradithérapeute pour environ 500 habitants. Voilà. D'accord. Si nous comparons ce ratio avec donc, les acteurs de la médecine moderne, il n'y a pas match comme on dit. Oui. D'autant plus que ce ratio donc, des acteurs de la médecine moderne sont vraiment en deçà des normes de l'OMS. Oui, donc oui. déjà sur cette base-là, nous pouvons dire que la médecine traditionnelle occupe une place très importante au Burkina Faso. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, elle occupe également une place très importante parce que sociologiquement, cette médecine-là est très proche des réalités culturelles de nos populations. Et enfin, troisièmement, lorsqu'on regarde un peu notre corpus législatif au niveau du Burkina Faso, on a un certain nombre de textes qui font la promotion, qui valorisent donc la médecine traditionnelle et qui tendent à laisser penser qu'à un moment donné, on pourrait avoir une médecine traditionnelle qui fonctionne en même temps avec une médecine moderne. On n'en est pas encore là. Hein. On va discuter. On va discuter de cela, mais c'est pour dire que la médecine traditionnelle au Burkina Faso occupe une place très, très importante. D'accord, place très importante. Déjà, on va voir si Mme Dianda, qui est tradithérapeute, est d'accord avec cela. Quelle est la place qu'occupe ce métier que vous exercez au Burkina Faso? Mme Dianda, dites-nous. Tout d'abord, je vais remercier BF1
monsieur le directeur général, qui a placé une confiance aux tradipraticiens et qui nous donne l'occasion de nous exprimer à travers les médias. Et les téléspectateurs aussi, voilà. qui ont réclamé à corps et à cri que l'on revienne sur le sujet. Je commence donc, déjà par le D, voilà, parce qu'il a permis, depuis de Dougou, en août passé, de relancer la promotion des tradipraticiens. Voilà, à travers la journée de la médecine traditionnelle, BFR était là. Et il a suivi tout ce que les tradipraticiens ont fait jusqu'à la fin, pendant une semaine à Dougou. Et il diffuse chaque fois ce que nous on fait. Et ça attire plus. C'est juste qu'on a des émissions effectivement pour promouvoir cela. Voilà. Et vous ne nous en tiendrez pas rigueur si d'ailleurs on donne vos numéros de téléphone aux téléspectateurs qui réclament, qui demandent à corps et à cri. Alors maintenant, pour revenir au sujet, dites-nous, quelle est la place que vous pensez occuper au Burkina? Bon. C'est la place que la médecine traditionnelle occupe au Burkina, c'est très important, comme le professeur le dit, parce que chaque fois on reçoit beaucoup de patients sur toutes les pathologies. Voilà. Donc, je peux dire que c'est une place très importante, mais le problème, c'est que ça reste là. Ça reste là. Bon, on a une direction qui est là, qui nous suit, mais depuis un certain moment, tout va au ralenti. Parce qu'on espérait que ça allait être mieux, mais ça ne va pas. C'est assez paradoxal parce que, comme le soulignait le professeur, vous êtes beaucoup plus nombreux que ceux de la médecine moderne. C'est-à-dire que vous touchez plus de monde, plus de population que la médecine moderne. On va approfondir cela tout à l'heure, mais vous interpellez donc votre direction. On a Dr Somé qui est là. Alors, Dr Somé, dites-nous quelle est la place qu'occupe la médecine traditionnelle au Burkina Faso? Bon, merci bien. La place qu'occupe la médecine traditionnelle au Burkina Faso est une place de choix. C'est la première médecine connue depuis les temps anciens et qui a été valorisée, je rejoins l'autre. Le professeur? Oui, professeur. Professeur Kendall Béro. C'est une médecine, n'importe qui, à n'importe quel moment, a accès à cette médecine. Elle est très accessible. Elle est très accessible, que ce soit en matière de coût, que ce soit en matière de distance, que ce soit en matière de relations sociales. Nous disons que cette médecine-là mérite vraiment, comme disait Mme Dianda, d'être valorisée. D'accord. Et au niveau du ministère de la Santé, nous faisons tous les efforts pour pouvoir la valoriser comme il se doit. Tous les efforts, je ne suis pas sûr que Mme Dianda soit tout à fait d'accord. Non. D'accord. Alors, je vais permettre à M. Tassambedo d'abord de placer un mot avant qu'on approfondisse le sujet. Dites-nous, M. Tassambedo, voilà, quelle est la place que cette médecine traditionnelle occupe de votre point de vue? Merci bien, M. Nazier. Avant de répondre à votre question, je voudrais, avec votre permission, vous remercier pour l'opportunité qui est offerte au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de participer à cette émission pour éclairer l'opinion sur cette problématique de la pharmacopée traditionnelle. Pour revenir à votre question, il faut dire que, de manière générale, la pharmacopée traditionnelle est populaire à travers le monde. Et son importance est plus grande pour les pays en développement comme le Burkina Faso, en témoignent les différents chiffres. Les données récentes indiquent que 70 à 80% des populations des pays africains et asiatiques, dont le Burkina, font recours à cette médecine pour les soins primaires. Les données de 2010, 2008 ou 2010 indiquent qu'il y a environ 30 000 praticiens qui évoluent au niveau du Burkina. Et de 2010 à maintenant, c'est sûr que ce nombre s'est multiplié. Et si on va au-delà, il y a quelques unités qui existent, qui essaient de mettre déjà au point quelques produits issus de la pharmacopée, même si ce n'est pas encore ce qu'on souhaite. Il y a déjà des embryons d'unités qui existent. Et le souhait, c'est de travailler, faire en sorte que dans les années à venir, nous puissions disposer de plus d'unités qui exploitent le potentiel qui existe dans le domaine de la pharmacopée.
D'accord. En tout cas, l'engouement est réel. Nous voyons cela donc au niveau de la télévision BF1. Nous avons une émission qui s'appelle La Firogo. On a des tradithérapeutes qui passent. Et à chaque fois qu'il y a un qui passe, le téléphone ne fait que crépiter. Les gens nous envoient des mails, des messages pour réclamer les contacts de ces tradithérapeutes-là. Il y en a qui nous disent on a essayé la médecine moderne en vain, il nous faut le contact parce que voilà, on pense que c'est là qu'on aura la solution. Mais si nous tenons cette session aujourd'hui, c'est parce que nous parlons aussi de Covid-19. Alors, médecine traditionnelle, le Covid-19, certes, on ne va pas rester rien que sur Covid-19, mais il faut qu'on en parle parce que docteur Nadambega était là au cours d'une des émissions et nous disait qu'il y a plein de tradithérapeutes au Burkina qui ont envoyé des remèdes pour traiter cette pandémie-là. Alors, aujourd'hui, est-ce que la situation a évolué? Est-ce qu'il y a des traitements que vous avez utilisés, que vous avez expérimentés? Merci beaucoup. À ce niveau, je dirais, ça y est en cours. Les produits sont dans notre bureau et on est en train de prendre contact avec l'IRSS pour essayer, parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des produits sans étiquette. Il faut qu'on fasse un tri. Et après maintenant, il faut qu'on fasse un comité avec l'IRSS pour voir quelles sont les plantes qui reviennent régulièrement. Et on va faire un comité. À partir de là, on va mettre les produits à expérimentation. D'accord. C'est un processus. Oui, mais le processus dure, hein, le processus prend beaucoup de temps. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, aucun des traitements traditionnels envoyés par les tradithérapeutes burkinabés n'a été testé? Non. Aucun? Non. D'accord. Alors, je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à Mme Dianda. Pas du tout. Pas du tout. Alors, Mme Dianda, vous avez récemment distribué des remèdes à des populations. Vous avez donné gratuitement. Oui. Ce sont des remèdes préventifs et curatifs contre toutes sortes de pandémies. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, effectivement, le week-end passé, le réseau a organisé cette activité parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les plantes. Et on a essayé de passer un communiqué dans les radios que les gens puissent passer prendre ces tisanes-là pour se protéger. Et on a au moins distribué presque 1000 recettes. C'est une recette même pour 1000 familles, puisque nous on donne par famille. Voilà. Donc les tradipraticiens ont collectionné les recettes et on a donné gracieusement à notre siège le week-end passé. D'accord. Voilà. Okay. Donc on a bien compris que les gens même sont intéressés et ils sont passés prendre ça. Et quand on a commencé à 9h, à 10h, on a tout distribué et puis c'était fini. C'est ça. Et d'ailleurs, quand nous avons passé l'information, les populations nous demandaient où est-ce qu'on peut vous retrouver, quel est le numéro, parce que tout le monde en avait besoin. Voilà. C'est-à-dire donc que les gens ont confiance en cela. Moi, j'ai eu l'occasion de venir chez vous, mais chez vous, ça ne désemplit pas. Oui. Ça rentre et ça sort. C'est ça. Oui. C'est ça. Et là, j'ai envie de poser la question, professeur, dites-nous, comment ça se fait donc au niveau donc, du comité de riposte à cette pandémie-là, on n'associe pas les tradithérapeutes alors que ce sont des gens qui jouissent quand même d'une certaine bonne réputation. Ok, donc merci. Avant de répondre à votre question, je vais faire référence à, comment on appelle ça, à un document cadre de politique nationale en matière donc, de plantes de médecine traditionnelle, adopté donc par le ministère de la Santé dans les années 2004. Et donc dans ce plan-là, il est clairement écrit, je ne sais plus si c'est à la page 3 ou à la page 4, que si on veut réellement développer donc, le secteur de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, il faut qu'on ait des équipes pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la santé soit uniquement le fait des agents de santé. Et c'est la pratique actuellement. Il faut que lorsqu'on parle de médecine et de pharmacopée traditionnelle, il faut qu'on associe les tradithérapeutes, parce que c'est d'eux que viennent ces recettes-là. C'est sous la forme de tradition orale.
il faut qu'on associe des sociologues, il faut qu'on associe des ethnobotanistes, des ethnologues, des biologistes, des chimistes, etc. etc. Ce qui n'est pas réellement le cas aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est une première chose qui fait que, bon, le diagnostic a été posé, clairement posé en 2004, mais au jour d'aujourd'hui, les tradithérapeutes ne sont pas associés. Pour moi, c'est vrai que le ministère organise des activités, on les convie, mais moi, je n'appelle pas ça être associé. Ils sont invités. Associés, ça veut dire qu'ils doivent réellement être intégrés dans la chaîne de prise de décision du début à la fin, ce qui n'est pas réellement le cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je déborde un peu parce que tout à l'heure, on a fait référence à l'IRSS. Effectivement, l'IRSS, depuis les années 78, travaille donc sur les substances naturelles, mais il n'y a pas que l'IRSS. Au niveau de nos universités également, nous avons énormément d'équipes qui travaillent donc sur les substances naturelles. Et moi, par exemple, je suis responsable d'un laboratoire qui ne travaille sur les substances naturelles que depuis les années, je vais dire officiellement, depuis les années 95. Et ça, c'est peu? Est-ce que c'est peu? Non, non, ce n'est pas peu. En fait, c'est simplement, je voulais attirer l'attention du ministère, en ce sens que l'impression que j'ai, c'est que tous ceux qui, comment je vais dire ça, tous les acteurs, même au niveau académique, tous les acteurs qui peuvent discuter ou intervenir au niveau de la médecine traditionnelle ne sont pas réellement pris en compte. D'accord. Et là, je voulais vraiment attirer l'attention du ministère sur ce fait-là. Et puis, bon, peut-être pour rassurer Mme Dianda, il n'y a pas que les tradithérapeutes qui ont soumis des projets ou des traitements à la structure en charge donc, de fouiller un peu tout ça. Et il y a également des équipes d'universitaires et de chercheurs qui ont déposé, mais qui ont été logés également à la même enseigne que les tradithérapeutes. Donc, ce fait-là, ce n'est pas uniquement vis-à-vis des tradithérapeutes, mais c'est pratiquement vis-à-vis de tous ceux qui ont voulu apporter quelque chose face donc à ce Covid-19-là. C'est ça. J'ai été un peu long, mais bon. Non, non, c'est bon, ça nous apporte des informations. Ça veut dire qu'on est resté focus, hein, si j'ai bien compris, sur la chloroquine et ses différents associés pour le traitement, alors qu'on a fait appel à des experts chinois qui sont venus avec aussi des traitements traditionnels, en tout cas c'est ce qui est ressorti, et on n'a pas eu de retour de cela. Aujourd'hui, on a l'Artemisia qui est en passe de remporter sa bataille, parce que le Covid organique donc, qui est mis en place par Madagascar, décrié sur tous les toits. Aujourd'hui, on apprend que le directeur général de l'OMS a accepté de suivre un processus de validation donc, de ce produit, de ce Covid organique-là. Ça veut dire que les traitements traditionnels sont en train de ravir la vedette aux traitements modernes dans cette pandémie. Alors, est-ce que vous avez une certaine collaboration avec les tradithérapeutes professeurs au niveau donc, de votre laboratoire? D'accord. Donc, au niveau de notre laboratoire, moi, j'ai eu la chance donc, de succéder à professeur Odile Nakoulma, donc, qui avait démarré un peu ce travail au niveau de notre laboratoire. Et elle avait des accointances avec des tradithérapeutes donc, de Ouagadougou. Bon, quand elle a pris sa retraite, nous, en tant que jeunes, on n'a pas pu conserver la même relation avec les TPS, donc les tradithérapeutes de santé de Ouagadougou. Mais nous avons un collègue qui est en très bonne relation avec une association de tradithérapeutes de l'Ouest du Burkina Faso. Et nous travaillons beaucoup plus avec cette association-là. Voilà. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas travailler sur la médecine traditionnelle aujourd'hui si vous n'avez pas de rapport avec des tradithérapeutes. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Alors, je me tourne vers vous maintenant, M. Tassambelo. Alors, vous êtes directeur général du Centre national de la propriété industrielle. Les tradithérapeutes inventent, créent des remèdes ou se les passent. Est-ce que ça rentre dans votre domaine de compétence? Ok, merci bien pour cette question. Il faut dire qu'à l'image d'autres types d'inventions, les produits issus de la pharmacopée peuvent bénéficier de la protection par le canal de la propriété intellectuelle. Et il y a deux formes
majeures qui peuvent être utilisées. Il y a la forme de protection défensive qui permet aux praticiens de pouvoir s'opposer à des personnes malveillantes qui peuvent passer par le canal des savoirs traditionnels pour avoir des brevets sur des produits qui sont issus ou qui sont dérivés de leur savoir. Donc ça, c'est la forme défensive. Et la forme positive maintenant, c'est le système qui permet à ces acteurs, à ces détenteurs de savoir traditionnels de pouvoir avoir des droits exclusifs sur ce qu'ils ont pu mettre au point, sur leur savoir. Et l'outil le plus utilisé, c'est le brevet d'invention, mais qui a des conditionnalités. Et ces conditionnalités sont au nombre de 3. C'est la nouveauté. Et tout le monde sait que les savoirs traditionnels sont transmis, du moins de manière générationnelle. Du coup, le volet nouveauté perd son sens. L'autre critère, le second critère, c'est l'inventivité. Du moment où ces savoirs ne sont pas nouveaux, il y a quel apport par rapport à l'existant. Donc ce deuxième critère également est difficilement réalisable par nos éminents praticiens. Le troisième critère, c'est l'application industrielle. Parce qu'il faut arriver à reproduire de manière industrielle ou artisanale ces savoir-faire ou ces savoirs médicaux qui peuvent être utilisés par les différentes populations. Donc voilà les 3 critères pour lesquels nos éminents, nos détenteurs de ces savoirs traditionnels doivent réunir pour pouvoir en bénéficier en termes de protection pour leur savoir. Ce que je voulais ajouter et qui cause beaucoup de problèmes, c'est ce que je viens de dire. Donc nos praticiens doivent travailler à faire en sorte qu'ils puissent modifier pour pouvoir tirer des produits dérivés de leur savoir qui puissent renfermer le caractère ou le critère nouveauté. C'est ça. Et deuxièmement, c'est faire en sorte que, au-delà de cette modification qu'ils peuvent apporter, c'est trouver des collaborations avec les instituts, les centres de recherche, les universités pour travailler en symbiose de telle sorte que ceux qui vont pouvoir mettre au point puissent répondre à un certain nombre de normes pouvant faciliter l'homologation qui est également un pas. Sinon, au niveau du Burkina et dans l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui regroupe 17 États, les gens crient. La dernière fois, lors de votre émission, il y a de cela 2 semaines, il y a un de vos invités qui disait que c'est excessivement cher. Et j'ai dit non, je rassure à Mme Dianda et à l'ensemble de leurs membres que les mécanismes existent pour faciliter l'accompagnement de tous ceux qui ont des savoirs dans ce domaine et qu'à travers seulement une simple lettre de monsieur le ministre en charge du commerce, vous avez la possibilité de bénéficier d'une subvention à hauteur de 90%, ce qui vous ramène la protection au lieu de 222 000 pour un médicament à 22 500. Mais monsieur Tassambedo, là, c'est une subvention, ça veut dire qu'on peut vous l'accorder ou vous la refuser? Donc, d'office, la lettre du ministre vaut subvention. Ça, c'est une mesure que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a mis en place pour faciliter la sécurisation de ces savoirs dans nos États parce que, conscient du fait que les 225 000 qui représentent normalement la taxe de dépôt n'est pas à la portée de l'ensemble de ceux qui sont détenteurs de ces savoirs. Raison pour laquelle cette initiative a été prise il y a de cela une quinzaine d'années et qui fonctionne à hauteur de 90% en termes de subventions. C'est un acquis pour les individus. Et c'est systématique pour tous les demandeurs. L'essentiel, c'est accompagner votre demande. Et c'est ce que nous faisons au quotidien pour ceux qui viennent solliciter notre appui pour rédiger leur document de demande de brevet accompagné de la lettre de monsieur le ministre et d'office, ils partent
verser les 22 500 sur le compte de l'organisation dans une banque de la place et le dossier est vite envoyé. D'accord. Je ne sais pas si Mme Dianda avait l'information, mais en tout cas, j'espère qu'elle en prend bonne note. Mais seulement, moi, j'aimerais rester avec vous, M. Tassambelo, parce que les conditions que vous avez énoncées tout de suite semblent simples, mais pour les tradithérapeutes, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas si évident. Alors, est-ce que vous avez néanmoins des tradithérapeutes qui viennent à votre niveau pour déclarer la propriété de certains remèdes? Ok. Merci bien. Ce qu'il faut dire, c'est que l'une des difficultés également, c'est le fait que le législateur a prévu que pour bénéficier de la protection sous forme de brevet, vous, en tant qu'inventeur, innovateur, tradipraticien, vous devez décrire votre mécanisme, votre produit, de telle sorte qu'un autre tradipraticien qui exerce dans le même domaine puisse, sur la base de votre document, pouvoir reproduire votre produit, même si la loi l'interdit. Et c'est ce que les tradipraticiens ne veulent pas, pour leur grande majorité, dévoiler. Il n'y a pas de description approximative. Il faut décrire de manière claire et précise pour que l'homme du métier, ce que nous appelons dans notre jargon, c'est quelqu'un qui exerce dans le même domaine que celui qui veut obtenir la protection, puis sur la base du document qui a servi au dépôt de la demande de brevet pour pouvoir reproduire. Mais la loi, comme je l'ai dit, l'interdit. Autre chose, si vous prenez le cas, nous avons tous apprécié ce qui a été remis, présenté sur le Moronaba, oui, et remis au comité en charge, au ministère en charge de la Santé, dans le cadre de la recherche de solutions au Covid-19. Mais le problème majeur, c'est que presque tout ce qu'on a vu, c'est soit des racines, soit des feuilles, etc. Donc c'est à l'état brut. Imaginons-nous un peu si sur les 18 millions d'habitants, on devait distribuer ne serait-ce que 1 million de feuilles, de racines et autres. Et je me dis qu'en l'espace de 2 semaines, on va décimer toute cette faune. D'où la nécessité de travailler soit à extraire, à purifier, à modifier pour moderniser un peu ce qu'ils ont de potentiel et pour pouvoir aller vers une semi-industrialisation. D'accord. Alors, j'aimerais faire réagir Mme Dianda sur ce sujet particulièrement, mais avant, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des tradithérapeutes qui viennent à votre niveau pour déclarer néanmoins leur production? Oui. Donc, il faut dire que ça vient à compte-gouttes. Ça vient à compte-gouttes. Je sais qu'en 2018, nous avons travaillé de concert, accompagné le ministère de la Santé à travers la direction en charge de la médecine traditionnelle lors de la journée africaine de la médecine traditionnelle, par l'animation d'un atelier sur les mécanismes de protection. Je pense que c'était à Gawa, si ma mémoire est bonne, un des directeurs du centre avait participé. Et à l'issue de ça, et bien avant, les gens viennent à compte-gouttes à l'image des autres types de créations que nous avons. Est-ce qu'il y a des exemples pour nous? Ils viennent, mais par la suite, ils disparaissent. Ah. La suite parce que les conditions ne sont pas si faciles que ça. Pas que les conditions ne sont pas si faciles. Imaginons, vous, quelqu'un qui arrive en vous disant que en enlevant telle racine à telle heure de la journée associée à tel produit, ça soigne tel produit. On vous dit, OK, il n'y a pas de souci. Quel est le critère nouveauté? Quelle est la nouveauté que vous avez par rapport à l'existant? Parce que c'est des produits peut-être que c'est par rapport à l'heure à laquelle il faut enlever. Bon, d'accord, je fais réagir Mme Dianda à ceci. Et ensuite, vous pouvez... Alors, Mme Dianda, il a dit beaucoup de choses. Voilà, d'abord, si tout le monde va aller chercher les racines, les plantes, les feuilles, rien ne va rester. Oui, on a tenu compte de ça. Voilà, les racines, les feuilles qu'on a présentées chez le Moronaba, c'est des herbes. Oui. Voilà, c'est des arbustes. Je pense que seul le balanites, qui était un arbre qu'on pouvait utiliser. Et puis... Le balanites, c'est déjà consommé de façon générale, ou on ne parle pas des fruits ici? Voilà. On parle bien des fruits. Les fruits sont consommés de façon générale. Ce que nous, on a donné, c'est les écorces et puis les racines. D'accord. Voilà, mais on a mis l'accent, ce qu'on a distribué la fois passée, c'est le Guéra sénégalesis. Là, on peut en trouver partout, c'est des arbustes qui poussent partout. Et là même, si les gens appellent pour les renseignements, c'est cette plante, on les oriente. Voilà, c'est facile à trouver, facile à utiliser. Donc les recettes qu'on a données, ce n'est pas
pour gâter, voilà. Et ces arbustes, on peut les trouver partout? On peut les trouver partout, à moins qu'on peut aller les chercher même en bourse partout. Voilà, donc je pense que c'est des plantes très faciles à avoir et ça ne peut pas jouer sur la faune comme monsieur le dit. Voilà. Mais par rapport au caractère innovant, parce qu'il était en train de développer cet aspect-là, voilà, quelqu'un qui dit, bon, il faut enlever à telle heure pour faire telle potion. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un caractère innovant de vos remèdes ou c'est tout simplement des remèdes qui ont été transmis depuis des générations, donc il n'y a pas d'innovation? Il y a des caractères innovants Oui. dans nos produits. Mais bon, spécialement pour le cadre du Covid-19, on ne pouvait pas faire autrement parce que les médicaments doivent être contrôlés. Oui. Voilà, donc on ne connaissait même pas exactement la maladie pour donner un médicament comme ça ou bien préparer un médicament, le donner sans connaître même la maladie, ce que c'est. Donc c'est ça, on a passé par les recettes maison pour que chacun puisse utiliser en attendant de faire des recherches. Donc comme monsieur le directeur l'a dit la fois passée, il y a beaucoup qui ont remis leurs produits. Ils ont déjà préparé des produits, ils ont remis, d'autres même n'ont pas remis parce qu'on doit contrôler le médicament avant de remettre au patient. Donc c'est ce qui a fait notre réticence. Voilà, sinon on pouvait préparer des médicaments pour remettre à la population, mais c'est compte tenu même de la maladie qu'on a donné ces recettes. D'accord. Voilà. Alors, M. Soumé, moi je me tourne vers vous parce que c'est vous qui pouvez nous dire ici pourquoi les médicaments traditionnels ne sont pas utilisés. Je prends le témoignage que m'a fait la dernière fois M. Nadambega qui me disait qu'il y a un tradithérapeute qui a envoyé le médicament et qui a dit lui il est prêt à ce qu'on lui inculque la maladie. On lui met le virus de Covid-19 dans le corps et il va prendre son médicament parce que lui, il est convaincu que ça va le guérir. D'accord? Mais même lui, alors son médicament n'a pas été testé. Il n'y a aucun médicament qui n'a été testé. Vous êtes chef de service de médecine traditionnelle et alternative. Oui. Pourquoi il n'y a pas de dégâts à l'endroit de ces médicaments-là? C'est comme le disait le professeur. Oui. C'est comme le disait le professeur. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Pour que le médicament soit validé, homologué, il faut au moins quelques petites démarches. Mais si on prend le truc, excusez-moi, si on prend l'artémisia qui a été utilisée à Madagascar comme Covid Organics, donc ce n'est pas un médicament qui a suivi le circuit classique d'homologation des médicaments modernes. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on peut se féliciter au Burkina de ne pas avoir un grand taux de contagion par rapport à certains pays, mais Madagascar demeure quand même un pays à part, où le taux de contagion est assez contenu et où il n'y a pas de décès, il n'y a eu qu'un décès, c'est déjà beaucoup, mais c'est déjà moins que beaucoup de pays. Oui, c'est ce que disait mon directeur sur ce plateau. Oui. Nous n'avons pas de pouvoir de décision. C'est ça. Nous n'avons pas de pouvoir de décision. Sinon, nous avions préparé quelque chose, un comité avec l'université. On a commencé à travailler avec l'université, même avec le Centre national de... Mais vous prenez des décisions, vous avez des médicaments. Ça y est, dans notre bureau, vous faites quoi? Ça explose. Parce que ça fermente. Ça fermente. Vous faites quoi? Il faut passer par des protocoles. Ce que nous, on veut, et comme disait l'autre, essayons. Moi, j'ai dit, et je répète, il y a un centre de médecine traditionnelle qui est construit à Tengango. Les tradipraticiens sont là. Oui. Il y a des dortoirs, il y a des box. Mettons des malades là-bas. Comme les tradipraticiens n'ont pas accès directement aux malades, on les met là-bas, on met des infirmiers, des médecins et les tradipraticiens qui ont amené les médicaments, on les met là-bas. On les administre. Au bout de 10 jours, on voit ce que ça donne comme résultat. C'est ça. Et vous avez fait cette proposition au comité de riposte? Oui. 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 Et on a dit, en 10 jours,
on réunit et les chercheurs, et les toxicologues, et les biochimistes, et tout le monde qui intervient. Première journée, on montre aux tradipraticiens de santé quels sont les symptômes, quelle est la maladie et tout et tout. Deuxième journée, vous faites quoi? Chacun dit j'ai telle recette, j'ai telle recette, j'ai telle recette. On n'a pas besoin qu'ils envoient les médicaments. On donne les recettes. Au bout de 3 jours, on a les recettes. 4e jour, on fait une synthèse. 5e jour, on dit aux chercheurs, il a dit, dans la politique nationale de médecine et pharmacopée traditionnelle, c'est un secteur pluridisciplinaire et multisectoriel. On réunit tous les acteurs. Cette phase-là est finie, vous donnez aux chercheurs, rentrez dans votre laboratoire et puis vous nous sortez quelque chose. Comme exactement le cas du Madagascar. C'est ça. Tant que... Mais on ne vous a pas écouté. Ça veut dire qu'on doit remonter la question un peu plus haut. Oui, vous savez, en 2014, on a été en voyage d'études au Mali. Et on a eu la chance de rencontrer notre cher ami, le professeur Drissa Diallo, que vous connaissez, professeur, qui a été directeur de la médecine traditionnelle au Mali et qui est devenu directeur général des enseignements secondaires et supérieurs au Mali. Il nous a dit, votre procédure là, c'est comment? Nous, on a une simple direction. Il dit, ah non, c'est pas possible. Tant que vous resterez direction, vous n'allez jamais évoluer. Ok. Soyez près des décideurs. Parce que vous évoluez comment? Nous, on a au niveau de la direction un directeur général. On a des décisions, on a des projets, on soumet au directeur général. Si ça plaît au directeur général, il transmet au secrétaire général. Si ça plaît au directeur général, au secrétaire général, il transmet. Donc, il nous a demandé de tout faire pour nous mettre à côté des décideurs. Et elle est là. Depuis 2009, ils ont réclamé un ministère délégué. Ok. Depuis 2009? Depuis 2009, au palais de Zignaré. D'accord. Ils ont réclamé pour revenir aux questions de propriété intellectuelle, aux questions d'homologation et tout. Oui. Ils ont réclamé un fonds d'appui pour leur permettre au moins d'avoir les consommables, le matériel, pour répondre aux critères de la propriété. Jusque-là, nous faisons le plaidoyer et nous comptons vraiment sur vous. Nous comptons sur vous, professeur. Oui. Nous, on ne peut que parler. D'accord. Alors, justement, peut-être que c'est parce que il faut qu'on passe à l'homologation, justement, qu'on quitte les recettes traditionnelles pour homologuer. J'aimerais que le professeur réagisse dessus, mais vous voulez terminer? Ok, allez-y, très rapidement. Oui, très rapidement. Par rapport à l'homologation, nous avons à peu près une 50aine de dossiers. D'accord. Nous avons à peu près une 50aine de dossiers et il y a 3 médicaments de tradipraticiens de santé qui ont été homologués. Ok, on peut en avoir la primeur ici? Oui. Oui. Il s'agit de quel médicament? Il s'agit de Hémoral contre les hémorroïdes. Il s'agit de PEC1. Et c'est ce que je vous avais appelé, je vous ai dit, non, est-ce que je peux envoyer des échantillons? Oui, bien. PEC1 contre les hépatites, Vigor plus contre tout ce qui est problème sexuel. On a Hépatos contre les hépatites. Nous en avons au moins 3 tradipraticiens et donc à peu près 10 médicaments qui sont homologués et qui sont disponibles. Disponibles, donc prescrits par les médecins modernes utilisés. Jusque-là, non. Non. Voilà le problème. D'accord. Alors, donc, malgré l'homologation, il y a toujours cette méfiance-là. Alors, professeur, dites-nous, professeur alors, comment cela se fait d'ailleurs pour l'homologation?
D'accord, donc pour une homologation, je pense qu'il y a un dossier qui doit être déposé au niveau de la structure donc, qui est chargée de l'homologation. Et donc dans ce dossier, il y a plusieurs composantes. Voilà. Donc il doit y avoir notamment des composantes qui font trait donc, à l'innocuité du produit. Ça veut dire est-ce que le produit fait du mal, est-ce qu'il est toxique. Il doit y avoir une documentation sur l'efficacité du produit. Est-ce que le produit soigne ce qu'il est censé soigner. Il doit avoir une documentation sur le contrôle qualité du produit pour savoir est-ce que ce que le tradithérapeute a produit aujourd'hui et dans un mois, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, d'accord. Est-ce que si je dépose ça dans ma maison, dans un mois, est-ce que ça va être toujours la même composition? Est-ce qu'il n'y a pas des micro-organismes, des microbes dedans? Donc pas mal de documentation comme ça. Et puis, en fonction donc, du type de produit, on peut exiger souvent qu'il y ait des essais cliniques. Lorsque nous sommes dans le domaine donc, de la médecine traditionnelle, notamment donc, pour les médicaments traditionnels améliorés, au niveau donc, des procédures de l'OMS, il y a une procédure allégée. D'accord. Il y a une procédure allégée lorsque un certain nombre d'évidences, qu'on appelle évidences ethnopharmacologiques, sont prouvées. Mais le problème au niveau de notre médecine traditionnelle, c'est que elle est essentiellement basée sur l'oralité. Et pour prouver les évidences ethnopharmacologiques, il faut de la documentation. Nous sommes dans un système moderne, en griffe. Nous regardons la médecine traditionnelle avec le regard moderne. C'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'exigences. Mais sinon, si on prend par exemple la définition que aussi bien l'OMS que d'autres acteurs ont acceptée de la médecine traditionnelle, les aspects culturels sont primordiaux. On ne va certainement pas quitter le monde moderne pour peut-être repartir un peu dans nos anciennes valeurs ancestrales. Mais on se dit quand même qu'actuellement, on peut faire la part des choses. On peut prendre ce qui est bon du monde occidental, également prendre ce qui est bon donc, de nos valeurs traditionnelles. Donc il faut revoir les textes. Il faut revoir... En fait, le problème, ce n'est pas surtout les textes. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé donc, des textes qui ont été pris au niveau donc, du ministère par rapport à la valorisation donc, du secteur de la médecine traditionnelle. Le problème, c'est l'application. Et les questions qui fâchent, je parlais tout à l'heure, peut-être que les autres n'ont pas envie de le dire, mais la question financière est primordiale. C'est ça, c'est vrai. Alors, on va revenir sur la question financière parce que vous l'avez dit, c'est très important. Alors, on retourne donc au téléphone pour prendre le professeur Savadogo. Bonsoir. Professeur Savadogo, est-ce que vous nous entendez? Ah, visiblement, le téléphone refuse toujours. D'accord. Alors, donc parlons en attendant donc, de l'aspect financier. Donc, tout ceci coûte très cher. Voilà. Donc, oui. La recherche, de façon générale, coûte excessivement cher. Oui. Si nous voulons accompagner, si nous voulons qu'il y ait une émergence de la médecine traditionnelle, il faut que nous puissions inventer un modèle économique pour supporter les acteurs de la médecine traditionnelle parce qu'ils vivent de leur art, aussi, tout comme les médecins conventionnels. Oui. Donc, ils doivent pouvoir vivre de leur art. Si au niveau national, on estime qu'on a besoin de la médecine traditionnelle, il faut que, comment je vais dire ça? Il faut qu'on prenne un certain nombre de dispositions pour lancer la machine, quitte à ce qu'après, les acteurs donc, de la médecine traditionnelle puissent prendre le relais. Mais dès le début, il faut les aider. C'est ça. Et par rapport donc au brevet et aux propriétés intellectuelles, on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un accompagnement des acteurs de la recherche. Ils en ont besoin. C'est ça. Mais les fonds, ils viennent d'où? Ça coûte excessivement cher, ils ne peuvent pas supporter. Nous, on pense que c'est au niveau donc, de la politique nationale en matière de recherche de façon générale qu'il faut pouvoir résoudre ce problème-là.
C'est ça. La dernière fois, on parlait notamment du test de toxicité, qui n'est pas le seul test à faire sur les produits, mais déjà on était autour du million, si je ne me trompe pas. Oui, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous, je veux aller beaucoup plus loin. OK. Parce que nous avons un texte ici, nous avons une loi. Je pense que c'est la loi 038, je ne me rappelle plus de l'année, qui a été signée, bien qui a été en tout cas adoptée par notre Assemblée nationale. Et selon cette loi-là, 1% du produit intérieur brut doit être injecté dans l'environnement de la recherche. Ce qui n'est pas le cas. La recherche de façon La recherche globale, de façon générale. D'accord. Voilà. OK. Ce qui n'est pas le cas, parce que la recherche coûte assez cher. Et même quand on prend les pays dits développés, ce n'est pas uniquement la subvention nationale qui fait tourner la recherche, il y a des subventions privées qui viennent. Mais étant donné que nous, ici, notre industrie est embryonnaire, on n'a pas de système privé qui soit peut-être en mesure déjà d'injecter des fonds dans la recherche, il appartient aux autorités nationales déjà de jouer ce rôle-là. Vous avez parlé tout à l'heure de Madagascar, l'IMRA. Moi, je connais bien l'IMRA à Madagascar, qui est une structure qui a des moyens. Et donc, dans ce Covid, qu'est-ce que l'IMRA fait? Ils travaillent déjà dans un certain nombre d'aspects, ils ont des budgets, mais ils récupèrent une partie de leur budget qu'ils prennent pour résoudre un problème. Nous, ici, vous prenez l'IRSS, ils n'ont pas ce budget-là. Vous prenez les universités publiques, ils n'ont pas ce budget. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les ministères qui, eux, manifestement, apparemment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce budget. Le milliard qu'on nous a promis pour la recherche, ce n'est pas évident. Je ne suis pas sûr que ce milliard-là était disponible au moment où il fallait. OK, mais jusque-là, vous n'en avez pas bénéficié? Je ne sais pas, puisque c'est géré à un certain niveau. D'accord. Les acteurs de la recherche, je ne sais pas s'ils en ont eu vent. Moi, je suis directeur d'école doctorale. Je ne suis pas au courant. Est-ce que ça peut se faire sans que vous ne soyez au courant? C'est possible. Ça peut se faire sans qu'on soit au courant. D'accord. Ça peut se faire sans qu'on soit au courant. Mais en tout cas, on ne sent pas cette dynamique-là. Et pour terminer, comme j'ai été très long, pour terminer, par rapport au Covid, c'est peut-être pas le lieu de le dire, c'est peut-être pas politiquement correct, mais je pense qu'il y a eu le ministère en charge de la recherche et le ministère en charge de la santé n'ont pas parlé le même langage par rapport à la gestion de ce Covid-là. Je le dis, hein. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on doit l'avoir constaté. Développer, ça nous intéresse. On doit l'avoir constaté parce qu'on a eu des discours tout à fait divergents. Vous avez dans un premier temps le ministère de la Recherche qui engage ses équipes pour des essais cliniques. C'est vrai qu'on a entendu sur la parler chloroquine et puis après sur la pivérine aussi. La pivérine. Oui. Et puis après, on a le ministère de la Santé qui n'attend pas les résultats et qui déjà met à disposition le protocole. Oui. Mais s'ils avaient parlé le même langage, dès le début, ils auraient adopté une seule stratégie. C'est ça. C'est ce que moi je pense en tant qu'individu, ça n'engage que moi. Mais vous n'êtes pas n'importe quel individu. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Oui. Il n'y a pas eu, à mon avis, nos décideurs n'ont pas parlé le même langage. Peut-être à l'heure, ce n'est pas pour les excuser, c'est peut-être une maladie nouvelle, personne n'était préparé, mais je pense que s'ils avaient parlé le même langage, on n'allait pas constater ça. Oui, mais quand bien même, est-ce que c'est vraiment une raison pour ne pas utiliser la médecine traditionnelle, pour ne pas y aller si l'on sait, c'est vous qui l'avez rappelé en début d'émission, que c'est cette médecine traditionnelle qui est beaucoup plus accessible aux populations. Les populations y vont, et Mme Dianda, d'ailleurs, nous disait recevoir elle-même et ses autres confrères également, des malades qui viennent, qui présentent visiblement les signes de Covid-19, qu'ils arrivent à traiter, à soigner correctement, ils guérissent sans aucun souci. Alors oui, vous souhaitez réagir, M. Tassambedo, okay. Oui. Merci bien. Je voulais abonder dans le même sens sur le volet financier, mais avant, je voudrais rajouter pour le compte de Mme Dianda qu'en plus du brevet qui est là pour sécuriser, il y a d'autres mécanismes plus simples. Il y a le secret
et qui est là, qui peut vous permettre de sauvegarder ce que vous avez. Le secret. Le secret. C'est-à-dire vous gardez votre savoir, votre médicament sous forme, la formulation et autres, sous forme confidentielle, mais vous essayez de faire connaître vos produits par le canal des marques. Je me réjouis de savoir qu'il y a une soixantaine de produits, une cinquantaine de produits homologués, mais à ce jour, comment ces produits vont être vendus sur le marché sans avoir un signe distinctif. Le signe distinctif, c'est la marque qui va accompagner le produit. Si vous arrivez dans les pharmacies, c'est le nom qui figure sur la boîte du médicament qui va être indexé. À ce jour, je ne pense pas avoir vu une marque d'un produit similaire. Mais nous allons se rapprocher de la direction pour rentrer en possession de la liste et voir dans quelle mesure travailler à sensibiliser ces différents acteurs. Donc, pour revenir au volet financier, il faut dire que dans le cadre des mesures prises en lien avec le Covid, il y a une initiative qui a été lancée par le gouvernement à travers le ministère du Commerce, l'initiative de renforcement des capacités des unités pharmaceutiques. Et à ce niveau, c'est des appels à projets qui sont lancés pour permettre quand même au tissu industriel de se développer dans son volet pharmaceutique. Et donc, ceux qui ont déjà des produits homologués sont vraiment des candidats potentiels à ce fonds parce que la production des médicaments endogènes ou la recherche de solutions endogènes, le ministre en fait son porte-flambeau et vraiment je pense que c'est un appel qu'on profite lancer pour inviter les uns et les autres à s'informer davantage sur cette opportunité qui existe et c'est le financement, c'est sur la base des apports des fils et filles de ce pays et des entreprises qui existent ici au niveau national. Donc voilà quelques éléments et même la stratégie nationale de l'industrialisation qui a été adoptée fait la part belle au développement du tissu industriel, y compris les unités pharmaceutiques en lien avec la pharmacopée. D'accord. Alors Madame Dianda, est-ce que vous avez des médicaments protégés au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des remèdes que vous avez protégés? Moi, je ne pense pas à mon niveau, je ne sais pas. Oui. Le chef de service est là, puisque tout passe par la direction. C'est ça. Voilà, donc s'il y en a, c'est lui qui peut dire, sinon... Mais les remèdes que vous avez, ça veut dire que quelqu'un peut les imiter? Oui, quelqu'un peut les imiter facilement, parce que c'est des remèdes anciens qu'on a hérité de nos ancêtres. Donc, quelqu'un peut... Mais chacun a sa manière de préparer son produit sans que personne ne le sache. Donc, c'est protégé à notre niveau, mais pas à 100%. D'accord. Donc, en fait, vous misez sur le secret de la préparation du produit. C'est ça. D'accord. Parce que c'est vrai que ce ne sont pas des... Même si on dit que c'est transmis, ce n'est pas vendu. Ça n'a pas de valeur monétaire. C'est transmis peut-être par filiation, peut-être par affinité. Donc, quelqu'un transmet à son apprenti et lui aussi va voir dans son entourage pour transmettre à quelqu'un d'autre. Mais donc, vous ne bénéficiez pas d'une protection officielle voilà, qui permet que quelqu'un d'autre n'imite pas ce produit-là. Voilà, la protection, c'est personnel. C'est toi, tu sais comment tu prépares ton produit. Tu peux le montrer à quelqu'un sans qu'il n'arrive à avoir le même produit. Voilà, parce qu'il y a une manière de préparer le médicament, peut-être la cueillette, le temps, tout ça. Donc, il peut te voir préparer le médicament, mais il ne pourrait pas imiter. Même s'il imite, ça ne va pas avoir la même valeur, les mêmes données. C'est ça. Mais ceci étant, la protection est différente de l'homologation. L'homologation, c'est un peu plus de reconnaissance pour le produit. Mais est-ce que vous avez fait une démarche d'homologation? Bon, pour le moment, non. D'accord. Personnellement, non. Moi, je n'ai pas fait d'abord. D'accord. Alors oui, docteur, vous souhaitez réagir là-dessus? Réagir par rapport à l'homologation, justement. Professeur, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. On a adopté une procédure allégée pour permettre aux tradipraticiens de santé de pouvoir homologuer leurs médicaments. Le principe, il y a un dossier administratif, un dossier pharmaceutique, un dossier toxicologique, un dossier... Nous appuyons. C'est ça. Nous appuyons. Mais c'est un problème générationnel. Si je vous dis que les 3 qui ont eu leur médicament homologué, c'est entre griffes l'ancienne génération,
qui a facilité la nouvelle génération aujourd'hui de pharmaciens. C'est très compliqué. Vous allez demander à un tradipraticien de santé de faire un test de stabilité qu'on ne fait même pas au Burkina. Vous allez lui demander de faire un test toxicologique qu'on commence à faire maintenant au Burkina. Vous allez lui dire d'envoyer un certificat sur contrôle de qualité. Il va déposer son dossier. Ça fait déjà combien? Pratiquement 60 000 et quelques. 60 000, c'est pour le dépôt du dossier. L'analyse, Oui. contrôle qualité. Contrôle qualité. Ça va faire 3 mois. D'accord. Le monsieur, il veut avoir son autorisation, puisque les commissions se tiennent tous les 3 mois. Il veut avoir son homologation dans 3 mois. Au niveau du laboratoire national, c'est compliqué. Il faut attendre 6 mois. Il faut bousculer. Finalement, il est découragé et il laisse tomber. Mais en moyenne, tout ceci, tout le processus d'homologation, nous sommes ça peut valoir combien en termes financiers? Pour Mme Dianda qui a un produit, par exemple, qui permet tout de suite de guérir cette pandémie à coronavirus, Oui. elle veut faire homologuer le produit. Oui. Tous les tests que vous avez cités, plus le prix du dossier et tout ceci, combien ça peut valoir en moyenne? Estimons à peu près à 150. 150. Oui. 150 000 francs. Le dossier, c'est 25 000 par produit. D'accord. Les tests au niveau du laboratoire national, ça tourne autour de 60 000. D'accord. Parce que Contrôle de qualité. Oui. Contrôle de qualité. oui, par rapport à... Parce que vous avez aussi parlé du test de toxicologie. Et je sais qu'on en avait parlé au cours de l'émission il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Et là, vous parliez d'1 million pour faire ce test-là uniquement. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, selon les procédures normales, si c'est la procédure normale, il n'y a pas d'évidence ethnopharmacologique. Si vous voulez faire le test de toxicité aiguë et le test de toxicité chronique ou bien subaiguë sur modèle animal, vous n'en avez pas pour moins d'1 million. OK. D'accord? Alors, est-ce que c'est subventionné à votre niveau? Non, je réagis Oui. pour dire quelqu'un qui a un médicament à base du baobab que tout le monde consomme. Oui. Et tout le monde sait que ce n'est pas toxique. Il envoie son médicament à base de baobab. C'est ça. Vous allez lui demander de faire. Nous, on est en train de simplifier la chose. Une fois, nous sommes en train de faire un guide des plantes médicinales utilisées au Burkina Faso. Une fois que vous envoyez votre médicament et les plantes que vous utilisez, ça rentre dans ce guide-là, on n'a plus besoin de faire de tests de toxicité. D'accord. OK. Non, Je comprends. Je comprends la différence. Nous sommes en train de reproduire exactement le modèle européen, alors que nous n'en avons pas besoin. D'accord. Je vais réagir rapidement. Bien sûr, bien sûr. Allégeons, permettons à nos tradipraticiens de santé qui sont de bonne foi, qui ont des produits efficaces, que nous reconnaissons, de mettre sur le marché, au moins, même si c'est pour la population burkinabé. Les histoires de toxicologie, de stabilité, Oui, bien sûr, mais voilà, c'était important qu'on comprenne pourquoi est-ce que le prix est moins cher. C'est parce que vous faites l'économie d'un certain nombre de tests, parce que voilà, ce sont des produits qui sont déjà consommés, et donc la toxicité, donc déjà, voilà, l'évidence ethnomédicale. C'est bien compris. Ceci étant donc, professeur, vous parlez de ce qui se fait donc de façon... Voilà. Maintenant, j'ai dit tantôt que même au niveau de l'OMS, vous avez des procédures allégées. C'est ça. La procédure allégée qui veut que quand il y a des preuves d'évidence ethnopharmacologique, que pour certains tests, soit on ne les fait pas ou on ne les fait pas de façon très, très poussée. Mais l'évidence ethnopharmacologique, c'est quoi? L'évidence ethnopharmacologique, c'est que le tradithérapeute nous prouve qu'il a eu à traiter X personnes et que ces personnes-là soit sont guéries
ou soit n'ont pas développé d'effets secondaires. Mais comment ça se fait, justement? Comment ça se fait ailleurs? Parce que quand vous prenez la médecine traditionnelle chinoise, elle est très documentée. Elle est très documentée. Mais le tradithérapeute peut documenter. Ça veut dire que chaque fois qu'il reçoit un patient, c'est ça l'évidence ethnopharmacologique. Chaque fois qu'il reçoit un patient pour une pathologie X, qu'il prenne ses coordonnées, nom, numéro de téléphone, le type de traitement qu'il lui a donné, et si la personne est guérie ou n'est pas guérie. Et quand il vient, il a ce dossier-là, et sur cette base-là, ça peut être une preuve d'évidence ethnopharmacologique. D'accord. Sinon, puisque nous sommes dans une société quand même occidentale, voilà, c'est un peu ça le problème. Nous sommes dans une société occidentale et nous avons une médecine moderne qui est là, avec des acteurs qui ne sont pas pour, ça je le dis. Les acteurs de la médecine moderne ne sont pas très pour la collaboration avec la médecine traditionnelle. Ça, je vous le dis, je le jette encore. En dépit des textes de loi. Voilà, ça encore, je le dis. Je mets ma tête, voilà, je vais me couper la tête. Mais on donne quand même une possibilité pour que le TPS puisse rentrer dans ce moule-là. Donc, je pense qu'il faut peut-être qu'on explique, qu'on échange et qu'on comprenne tous que pour le bien donc, de la médecine traditionnelle, c'est peut-être une exigence qu'il faut qu'il fasse. À défaut d'envoyer 1 million en griffe pour faire les tests de toxicité classiques, mais s'il y a ce cahier, ce répertoire, à la limite, celui qui veut vérifier, il lance 1 ou 2 appels, et puis ça fait foi de preuves d'évidence ethnopharmacologique. D'accord. Ok. Oui, alors déjà, je vais demander à Mme Dianda, est-ce que vous tenez ce registre des patients? Bon, pour le moment, ça vient de commencer. Parce que les tradipraticiens, la plupart des tradipraticiens, je peux dire 95% sont illettrés. Comment ils pourront avoir un registre? Et tout en sachant que chacun met son enfant à l'école, si tu reçois un patient, s'il n'y a pas un enfant à côté pour enregistrer le malade, tu vas faire comment? Tu dois le soigner, qu'il puisse partir. Mais c'est une pratique que vous êtes en train de mettre en place. Oui, mais maintenant, ça vient. On vient de commencer parce que c'est des illettrés et c'est très compliqué. Voilà, je vais ajouter, parce que comme il parlait de choses, l'homologation et avec même la propriété industrielle, c'est très compliqué parce que les tradipraticiens sont réticents. C'est comme s'ils donnaient les recettes. Voilà, donc depuis la nuit des temps, ils sont réticents. On a reçu beaucoup de formations sur ça. Depuis, à travers la direction, on reçoit des formations chaque fois avec même les tradipraticiens d'autres régions, mais ils sont réticents. À chaque fois qu'on expose ce problème, c'est compliqué. Voilà, pour aller déposer ce dossier, tu dois montrer comment tu cueilles la cueillette, la préparation, jusqu'à la fin. C'est comme si tu as donné ta recette. Donc, et ça, vous ne voulez pas? On ne veut pas. C'est très difficile de donner parce qu'on n'est pas sûr que c'est protégé. Bon, mais il faut quelque chose qui va nous rassurer qu'à partir de maintenant, si on dépose pour la propriété industrielle, intellectuelle, et même pour les homologations, qu'on ait une confiance. Et comme le docteur l'a dit, c'est les anciens qui ont pu pousser à ce que les 3 tradipraticiens puissent homologuer leurs produits. Sinon, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Je sais que les textes permettent cette collaboration-là entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Mais est-ce que dans les faits, vous avez cette collaboration entre médecins modernes et vous? La collaboration est boiteuse. Elle n'est pas franche. Voilà. Nous, on transfère des malades, des cas qu'on reçoit, on ne peut pas les soigner, on les envoie dans les hôpitaux. Mais il n'y a pas de retour. Ah bon? Pourtant, on a parfois des témoignages de médecins qui recommandent aux patients de se tourner vers la médecine traditionnelle. Mais nous, si on reçoit un cas qui est compliqué ou bien si on ne peut pas les soigner, on l'envoie à l'hôpital, puisque nous, on reçoit tous les cas chaque fois. Les gens viennent pour le diagnostic. Si on trouve que non, c'est une maladie qu'on doit le référer à l'hôpital, on le fait immédiatement. Même dans le cadre de la tuberculose, les gens viennent pour le tout. Mais la tuberculose, c'est une maladie très grave, voilà, et contagieuse. Donc, si on reçoit,
on donne un produit 2 semaines si la personne n'a pas guéri. On avait même des cartes quand on les réfère dans les hôpitaux pour les crachats bas. Et si c'est positif, on les prend en charge. Donc, c'est très difficile. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a des domaines de compétences qui ne sont pas les vôtres, qui sont peut-être du domaine de la médecine moderne, vous leur envoyez, mais eux, de leur côté, ils ne font pas le chemin inverse. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Dr Somé qui tient à réagir. Je vais ajouter même pour les autorisations d'exercice de la médecine traditionnelle, les tradipraticiens, ils ont du mal à avoir ces autorisations-là. Depuis 2008 qu'ils ont lancé, je pense qu'il y a une centaine. Ça ne vaut pas? Nous sommes à 500 et quelques. À 500 maintenant. 500. Ah, ok. Donc, formidable. Sinon, D'accord. les gens étaient réticents parce que les papiers pour chercher les papiers, L'autorisation voilà, d'exercer. le dossier là, c'est très lourd et ça prend du temps. Donc, Mais 500 par rapport à tous ceux qui exercent, 500 c'est une goutte d'eau dans la mer, non? Depuis 2008 jusqu'en Excusez-moi, 2020. je peux intervenir. Allez-y, docteur. Professeur, je vais vous revenir et soyez rassurés. Grâce aux appuis, conseils du ministère de la Santé, à l'endroit des tradipraticiens de santé, les choses commencent à changer. Vous n'allez pas aller voir un tradipraticien qui va prendre un papier, faire comme ça et puis mettre médicaments vous donner. Non. Vous n'allez pas aller voir un tradipraticien maintenant qui a son cabinet de soins dans sa famille. L'évidence ethnomédicale, on leur a dit, ayez un registre. Et dans le cadre de la collaboration, il y a un guide national de référence et de recours entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Et dans ce guide-là, tous les outils sont là. Comment un tradipraticien peut référer un malade à un médecin? Et comment un médecin peut faire recours à un tradipraticien de santé? Tout est calibré. Mais malheureusement, comme on dit, c'est depuis 2013. Si on est là, on piétine. C'est ça. On veut sensibiliser les tradipraticiens. On fait comment? On veut sensibiliser les médecins. On fait comment? Mais si vous nous demandez on fait comment, Non, c'est plus parce que c'est vous qui devez nous apporter la réponse. Non, c'est pour rebondir par rapport aux questions de finances, comme il disait. D'accord. Et je suis tout heureux de savoir, j'avais eu l'information, ça ne vous met pas une semaine, que le ministère du Commerce met effectivement des moyens à la disposition d'eux. Donc, nous allons prendre attache avec eux et nous avions des rencontres de concertation. Mais situation, depuis combien d'années? Depuis plus de 5 ans, on n'a pas eu de rencontres de concertation. Et il y a des corps qu'on a toujours invités. Oui. Les médecins n'ont jamais participé à ces genres de concertation. Jamais. On fait comment? Même le comité chargé de l'évaluation des dossiers d'autorisation d'exercice, il y a un membre de l'ordre des médecins. On ne les a jamais vus. Donc vous faites sans lui. Mais on va faire comment? Et nous sommes, temps, pour rebondir à ce que Mme Dianda dit, disait, nous sommes en train d'alléger les procédures. Ah, oui, tant mieux. Autorisation d'exercice, c'est parce que la situation du Covid, ou bien c'est de la Covid, le veut. Sinon, tout est prêt. On a vraiment allégé. Et avec le professeur Guissot, nous sommes en train d'alléger. Nous avons déjà allégé pour l'homologation. Il reste à valider, c'est tout. Mais comme on dit, tout est le nerf de la guerre. C'est ça. Alors, c'est vrai que, vous l'avez dit, le ministère du Commerce a prévu donc un programme d'accompagnement, mais attention, en même temps, comme il le faisait ressortir, il faut quand même être reconnu, avoir donc une attestation de reconnaissance, en tout cas un brevet de reconnaissance, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des tradithérapeutes, pour ne pas dire tous les tradithérapeutes. Donc, il se pose peut-être une question d'adaptabilité des textes de reconnaissance par rapport aux tradipraticiens. Non, pour un peu rectifier, pour l'initiative qui vient d'être lancée ne prend pas, entre guillemets, ce critère
d'obtention du brevet comme une des conditions. Mais les critères sont définis et au niveau de la direction générale en charge du développement industriel, au niveau de l'agence de promotion et de financement des petites et moyennes entreprises, et même au niveau du secrétariat général, vous pouvez avoir les informations avec tout ce qu'il y a comme conditions pour postuler à cette initiative. Si vous le permettez, je voudrais rassurer Mme Dianda par rapport à ce qu'elle venait de dire. Les tradipraticiens ont peur. Nous vivons ça au quotidien. Les quelques rares tradipraticiens qui se présentent à nous ont toujours évoqué cette question de confiance, non seulement surtout entre vous et le monde de la recherche. Parce que la plupart de ceux qui viennent vers nous, nous nous rendons compte que à l'état brut, les conditions pour pouvoir protéger leurs médicaments ne sont pas réunies. Nous leur conseillons d'aller travailler pour maturer ou arriver à bien finaliser, améliorer leurs produits, et cela peut se faire qu'en collaboration avec les universités, les laboratoires des universités, les instituts et centres de recherche pour mieux répondre aux conditionnalités. Et presque tous les produits qui arrivent à être homologués, entre guillemets, remplissent le minimum de conditions susceptibles de bénéficier de la protection. Maintenant, soyez rassurés que pour la protection, en retour de tout ce que vous décrivez pour pouvoir obtenir la protection, c'est un monopole exclusif qui vous est octroyé pour 20 ans. Et sur l'étendue de 17 États membres. Et avec ce certificat d'enregistrement, vous avez la possibilité non seulement de l'exploiter vous-même, ou de chercher ou d'aller vers le secteur privé pour dire, voilà, moi j'ai trouvé une formule de médicament, mais je n'ai pas l'argent ou les finances nécessaires pour aller vers la production. En ce moment, vous avez la connaissance, vous avez le savoir, lui, il a son argent, et vous cheminez. Et vous avez soit la possibilité de louer, c'est ce qu'on appelle une licence, concession de licence, ou bien l'exploiter vous-même, ou bien vendre, et vous pouvez faire de ça votre travail. Et au niveau international, c'est ce que les instituts et centres de recherche font. Et ils mettent au point les résultats de recherche, soit ils essaient de les valoriser eux-mêmes, ou ils concèdent des licences, ou ils vendent même le savoir pour pouvoir renouveler leurs fonds de recherche. Donc à ce niveau, j'interpelle Mme Dianda et l'ensemble de leurs membres à travailler davantage à sécuriser ce qu'ils mettent au point. Dès lors que vous sécurisez ce que vous mettez au point, vous avez la possibilité, ça vous ouvre plusieurs pas. Au niveau international, ce certificat même permet de les nantir et d'avoir des financements. Donc, tant que la collaboration ne va pas être franche entre le monde de la médecine traditionnelle et le monde de la recherche et le monde de la médecine moderne, ça va être difficile d'arriver à des unités industrielles qui vont nous permettre d'avoir des médicaments issus de la pharmacopée et qui est accessible géographiquement et financièrement à travers le Burkina. Si vous prenez le cas de l'IRSS qui a mis au point le FACA est bien apprécié, c'est contre la drépanocytose. Malheureusement, ça n'a pas été protégé sur le plan brevet, mais l'autre volet dont je vous avais fait cas tout de suite, la marque a fait l'objet de protection. Et donc, si vous arrivez sur la place publique, dans les pharmacies, vous dites FACA, les gens connaissent. Mais je ne sais pas, vos produits, 2 ou 3, si vous avez des identifiants pour les distinguer de ce que vos concurrents ont. Parce que si vous prenez le cas de l'artémisia, qui est présentement utilisé au niveau international et même ici pour traiter le palu ou d'autres maladies, vous, en tant que tradipraticien, pourquoi pas ne pas travailler en faire en sorte que ça devienne du sirop? Pourquoi ne pas travailler pour faire en sorte que ça devienne des gélules? Et là, vous avez votre formule propre à vous que vous pouvez protéger et empêcher quiconque de le faire ou le maintenir sous forme secret, mais travailler à faire connaître votre produit par le canal des marques. Et en ce moment, on dira les produits de Mme Dianda, c'est Dianda. Dianda Palu, Dianda ceci, Dianda. Et en ce moment, c'est un canal qui va vous permettre de mieux avancer, de mieux évoluer et de convaincre plus le consommateur parce qu'il sait s'il paye le produit et que c'est mis Dianda quelque part, s'il y a un problème, il sait là où recourir. Mais si vous les mettez dans des sachets, sans identifiant, sans adresse et autres,
ça deviendra compliqué. C'est ça. Ça veut dire que quand vous parlez de protection, vous ne parlez pas des feuilles, des écorces qui sont cueillies, mais c'est le fait de les transformer en produits un peu plus élaborés, ou en gélules, ou en sirop, ou en comprimé, ou en ainsi de poudre. suite. On a développé nos produits. C'est ça. Oui, c'est bien développé, c'est bien présenté Ok. dans des boîtes, dans des sachets avec des étiquettes. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Donc, parlant de nouveautés, sauf qu'on n'arrive pas peut-être à les mettre en gélule ou bien à faire des comprimés. Sinon, on a bien développé nos produits. Ça y est, dans des boîtes, dans des sachets alimentaires, bien étiquetés et c'est propre. Mais qu'est-ce qui vous empêche justement, je vais permettre à Mme Diana de développer cela, de justement passer ce cap-là pour en faire des gélules, pour faire du sirop, pour faire des produits un peu plus élaborés? Qu'est-ce qui freine? C'est les moyens financiers. Oui. C'est les moyens. Plus un gélulier coûte combien? 200 et quelques mille. Voilà, on n'a pas de gélulier ici. Voilà, pour faire des comprimés, peut-être les sirops, mais souvent, il y a les conservateurs pour conserver certains produits. Bon, et là aussi, on a un problème parce qu'une fois qu'on met les conservateurs dans nos produits, ça change. Ok. Voilà, ça change. Donc, on préfère les mettre en poudre. Bon, peut-être ce qui va nous aider, c'est les comprimés. S'il y avait des appareils pour les mettre en comprimés, pour faciliter la prise. Voilà, sinon, on a bien développé nos produits et c'est facile. D'accord. Alors, on va prendre le professeur Savadogo. Je rappelle donc, professeur Savadogo, lui est directeur général de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche ANVAR. Professeur Savadogo, bonsoir. Oui, bonsoir. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Donc, vous êtes directeur général de ANVAR et vous avez pour rôle de valoriser les trouvailles des chercheurs. Hein. Comment se passe votre collaboration avec les praticiens de la médecine traditionnelle? Je vous remercie pour l'occasion. Bon, d'abord, nous, c'est l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. D'accord. Effectivement, notre rôle, c'est vraiment d'assurer la valorisation des résultats de recherche et des innovations. Ça veut dire faire en sorte que les innovateurs technologiques soient connus et valorisés, ça veut dire transformés que les gens puissent vivre de leur trouvaille. Et comme DGCNPI disait, la première étape de la valorisation, c'est la protection. Connaître faire connaître son produit et assurer qu'on est le propriétaire du produit. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, professeur Savadogo, aujourd'hui, on parle exclusivement de la médecine traditionnelle. Est-ce que vous Maintenant, il se trouve que déjà, au niveau des produits de recherche déjà formels, déjà, il y a un problème. Parce que, comme disait mon collègue Martin, le problème, c'est le financement. Il y a très peu de financement pour la recherche, n'en parlons pas pour la valorisation des résultats de recherche. Si bien qu'au niveau, avec les tradis praticiens, on a très peu de contacts pour le moment. Sinon, dans le dispositif opérationnel, on a la stratégie nationale de valorisation des technologies et inventions qui a un axe qui permet de prendre en compte ces praticiens-là pour que les gens puissent faire connaître leurs produits, identifier et puis vivre de leurs produits. Mais malheureusement, le lien n'est vraiment pas bien tissé. On travaille à le faire. On parlait du cas du FACA. Effectivement, il y avait le problème du FACA, il y avait le problème d'études cliniques pour pouvoir valider et puis pouvoir le vendre à l'international, etc. Si bien que le FACA, jusqu'à présent, si je peux le dire, il est plutôt vendu de façon informelle, même s'il est en pharmacie. Donc, tous les moyens financiers pour pouvoir permettre cette collaboration-là n'existent pas. Mais je reviens même dans tout le débat que j'ai
j'écoute depuis le départ. En fait, la médecine traditionnelle, on veut forcer la médecine pour mettre une camisole moderne, de modernité occidentale. Alors que quand moi je parle d'innovation, c'est garder sa spécificité. Et il faut que cette médecine traditionnelle puisse garder sa spécificité et puis être un répondant. C'est-à-dire, présentement, c'est peut-être la médecine moderne qui convoque la médecine traditionnelle pour venir discuter avec elle, alors que non, elle est plus ancienne, elle devait pouvoir convoquer. Malheureusement, on a été tous formés à l'Occident et puis bon, on raisonne occidental, mais il faut qu'on revienne à cela. Parce que quand je prends un rebooteur, il protège son œuvre comment? C'est immatériel. Comment il le protège? Il va aller dans quelle démarche pour pouvoir dire moi je suis? Alors que quand vous prenez, moi je suis de Kourou, je vois un rebooteur là-bas, quand vous voyez le nombre de plâtres entassés dans son chose, ça veut dire que ça marche, les gens viennent. Donc du même coup, il faudrait trouver un autre chemin, il faudrait qu'on se remette à réfléchir, à s'asseoir ensemble pour ne pas copier-coller. Il faut qu'on sorte des sentiers battus pour trouver quelque chose qui est spécifique à nous. D'accord. Moi, je crois que quand vous parlez, le problème des produits, c'est surtout le problème de l'essai clinique, de comment prouver l'efficacité du produit. On a bien compris, professeur. Les formes de rhinocéros qui se vendent en Chine. Quand vous prenez le produit, vous voyez que c'est de la kératine simple. Oui, mais pourtant, il y a un engouement et on est en train de décimer le rhinocéros pour ça. Ça veut dire qu'il y a autre chose dedans que le cartésien que nous, on voit là. Maintenant, comme on est dans une société moderne, une société monétarisée, et la personne doit pouvoir vivre de son art, c'est pour ça qu'il faut les deux chemins. D'accord. Il faut que le service rendu à la communauté, ça c'est chose. Et à ce moment, celui-là qui rend le service à la société, il faut que la société lui retourne quelque chose pour qu'il puisse vivre. Si c'est son produit qu'il doit vendre pour vivre, c'est pour ça qu'il y a une multiplication et beaucoup de gens s'arrosent tradis praticiens. Et d'ailleurs, ce milieu-là a besoin d'être assaini. Parce qu'on ne sait pas qui est tradit praticien et qui ne l'est pas. Donc, alors que quand un médecin, on dit il a des études, il a fait médecine, on sait comment il a fait pour arriver. Mais l'autre côté, tu as reçu, donc il y a la propre déontologie personnelle. Et donc, il faut assainir le milieu parce que l'argent est en train de gâter le milieu comme on le dit. On a bien compris, professeur Savadogo. Vraiment, merci beaucoup à vous pour cette intervention. Je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important. Il ne faut pas dénaturer cette médecine traditionnelle-là parce que c'est vrai que quand on prend la plupart des pays asiatiques, effectivement, ils ont toujours des remèdes malgré le niveau de développement, des décoctions, ils ont des tisanes, ils ont toujours la fumigation. Oui, comment? Les recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère, exactement. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt adapter les textes à notre réalité plutôt que de vouloir changer cette réalité-là? Je vous le demande, docteur Somé. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il dit. Mais pour rentrer dans le carcan, on a voulu s'aligner à l'OMS pour dire qu'il y a 6 catégories de praticiens de santé. Oui. On les a catégorisés, mais on n'a pas exclu les remèdes de grand-mère. On peut citer les 6? Les 6 là, il y a le naturothérapeute. D'accord. C'est celui qui utilise les substances naturelles pour soigner. Il y a l'accoucheuse traditionnelle. C'est celle qui, par ses connaissances, arrive à prendre en charge la femme enceinte et le nouveau-né de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il y a le ritualiste, comme Bikianga de Nagréon, qui il a des rites, il peut prier, il peut imposer la main pour soigner. C'est ça. On a le shirkinésithérapeute et je suis content d'entendre parler de celui de Koudougou, qui est très, 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 très reconnu. Vous arrivez les plâtres là, il y en a plein. Lui, c'est le shirkinésithérapeute. C'est quelqu'un par le massage, par l'emplâtre
qui arrivent à guérir quelqu'un. Les fractures. Les fractures. Oui. Il y a l'herboriste. Et au téléphone, justement, quand on m'a appelé par rapport à l'émission, on a dit non, c'est pharmacopée, ou c'est herboriste, ou c'est médecine. J'ai dit non, non, non. Oui. L'herboriste, c'est celui qui conditionne et vend des plantes médicinales. D'accord. Et il y a le médico-droguiste, un mot barbare, mais qui se résume à Boissiare. D'accord. Vous arrivez à Boissiare, il y a des pots de caméléon, il y a des... C'est ceux qui utilisent les substances animales pour soigner. D'accord. D'accord. C'est bon à savoir. Alors, j'aimerais quand même qu'on prenne quelques questions des téléspectateurs. C'est vrai qu'avec la difficulté qu'on a eue au téléphone, on a un peu perdu en temps, mais je suis très ravi de retrouver Stéphanie Zongo qui nous rejoint maintenant. Stéphanie, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, nous avons reçu quelques questions, certes pas beaucoup de questions, mais quelques préoccupations qui ont peut-être eu des pistes de réponse dans les éléments d'exposé, mais quand même à la lumière du retour de ces questions, visiblement nos téléspectateurs souhaitent qu'on revienne dessus. Mais une préoccupation qui est plusieurs fois revenue, c'est d'avoir le contact des tradithérapeutes pour éventuellement avoir des traitements ou alors des consultations. Donc, plusieurs ont demandé les contacts, donc j'ai tenu quand même à le dire parce que c'est quand même important. Alors, pour ce qui concerne les questions, on a Ibrahim Sanfo. Je voulais savoir si la médecine traditionnelle du Burkina n'a toujours pas trouvé de tisane pouvant agir comme la chloroquine dans le traitement de la Covid-19. Et il précise, merci, j'attends ma réponse. D'accord. Abdoulani Kema, bonsoir. S'il vous plaît, ma question est de demander à savoir si depuis la pandémie, les tradis praticiens ont donné un traitement. Où en est-on actuellement? Merci beaucoup. Donc, on reprend ces questions, je viens avec la suite ou je termine avec ma petite liste de questions? Bon, s'il y en a une autre encore, on prend une autre. Alors, Kambo Siégeant, ma question est pour madame. Pourquoi votre réseau était resté muet au moment où certains praticiens ont élaboré des produits pour soigner le Covid? Je parle des tisanes de M. Sawadogo. Et où vous en êtes avec vos recherches pour trouver un traitement contre le Covid. Thomas Cambiré, où en est-on avec les essais cliniques? Est-ce que et pourquoi l'État ne s'engage pas pour les essais de la pharmacopée? La Sina Nian plutôt, bonsoir à tous. Je voulais juste savoir, est-ce que le gouvernement prend-il les remèdes traditionnels au sérieux? Alors, on va peut-être arrêter. On va peut-être arrêter comme ça. Merci beaucoup Stéphanie, on revient à toi tout à l'heure. On permet donc au plateau de répondre à ces questions. Alors, Madame Dianda, je pense que vous avez déjà répondu en partie à ces questions-là. Est-ce qu'il y a une tisane que vous avez développée contre le Covid-19? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. C'est les recettes de protection et de prévention qu'on a remis à la population. Contre toutes sortes de pandémies. Oui, mais chacun chez lui fait toujours des recherches pour trouver quelque chose. Voilà. D'accord. Maintenant, comme ça. OK, c'est bon. Alors maintenant, il y a un qui demandait, c'est la question vous est aussi adressée. Pourquoi vous êtes resté muet, en tout cas le réseau des tradipraticiens et herboristes est resté muet quand le pasteur Herman Savadogo a annoncé avoir trouvé donc un remède préventif et un remède curatif contre le Covid-19? Bon, lui, c'est sa recherche. Oui. J'aurais appris qu'il a remis ces deux recettes au ministère de la Recherche. Et d'après ce que j'ai entendu, ces recettes n'étaient pas... Bon, ça n'a pas donné. Ça a été testé? Oui. D'accord. Au ministère de la Recherche, puisque j'étais avec notre conseiller juridique, qui est d'ailleurs un professeur du ministre, professeur Al-Kassoum Maïga. Il a appelé devant moi et il a demandé qu'est-ce que... les recettes de Herman Sawadgo, est-ce que ça a donné? Il dit non, pour le moment. On a fait des recherches, mais ça ne lutte pas contre le Covid-19. C'était devant moi. Peut-être
il a dû changer les produits qu'il a donnés, mais je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant, d'accord. Voilà. C'est vrai que lui-même avait annoncé donc un certain nombre de guérisons par rapport donc à ces traitements-là. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça ne guérissait pas de vous, hein, docteur Somé, mais je vous repose la question, pourquoi il n'y a pas d'essai clinique à base donc des traitements traditionnels? Bon, je vais ajouter quelque chose. Oui, le réseau n'est pas resté muet, parce que c'est comme je l'ai dit chaque fois, comme c'était une nouvelle maladie, on ne savait pas sur quel pied danser, parce que le médicament devait être traité avant de donner aux médecins. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Depuis longtemps, on n'a pas de soutien pour nos produits. Donc c'est ça, on a préféré donner les recettes de grand-mère pour la prévention en attendant que chacun fait des recherches chez lui pour trouver quelque chose. D'accord. Voilà. Vous ne baissez pas les bras, c'est ce que vous teniez à dire. Alors, docteur Somé, dites-nous, même si vous dites que ça ne relève pas de vous, le téléspectateur insiste, il veut savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu d'essai à base donc, de ces produits traditionnels. Comme je disais tout à l'heure, c'est un problème de protocole. Oui. Il faut mettre tout en place une équipe. Il faut... nous, au niveau de la direction technique en tout cas, ce que nous prévoyons, partons au plus pressé. D'accord. Nous avons une liste de personnes. On dit non, donnez-nous les moyens techniques. On a les produits. On administre. Protocole, ça va prendre combien de temps? Et franchement, je vous dis, mon bureau est encombré. D'accord, avec les recettes. Alors, si vous permettez, on va prendre docteur Nebié Roger au téléphone avant de revenir pour les questions des internautes. Il est délégué général du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST. Docteur Nebié, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à vous, docteur Nebié. Vous dirigez la structure en charge de la recherche au Burkina. Alors, dites-nous, comment se porte le secteur? Est-ce que nous avons des chercheurs qui trouvent? Oui, bonsoir à vous. Tout d'abord, merci à la télé BF1 pour l'occasion qui m'est donnée de participer à cette émission au nom de l'institution CNRST. Et je profite de l'occasion en même temps de saluer tous ceux qui sont sur le plateau en ce moment. Et en tout cas, félicitations pour cette initiative parce que depuis un moment, il y a un certain nombre de choses. Et avant tout propos, il faut dire que la recherche scientifique au niveau national et également au CNRST, ça revient quand même de loin parce que depuis quand même les années 2013, le professeur Martin l'a tantôt dit, il y a eu la loi d'orientation de la recherche qui a été votée à l'Assemblée en décembre 2013. Il y a la politique nationale de la recherche et ensuite, dans la foulée, il y a eu la création du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Donc, ça fait quand même des outils, j'allais dire juridiques, qui permettent de donner un certain poids, un certain dispositif à la recherche pour pouvoir être entreprise et financée. Et ensuite de ça, au niveau du ministère, il y a eu les programmes nationaux fédérateurs qui ont été faits. Donc, ça dit que ce sont des espaces de programmation par rapport à certaines thématiques de l'heure, notamment santé humaine et animale, agriculture, environnement, etc. Donc, ça dit qu'avec ce dispositif, au niveau de la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation, on a quand même un espace de planification où ça permet de coordonner et de créer cette synergie entre les différentes institutions de recherche au niveau national. Donc, sinon, la recherche, comme l'a déjà dit un certain nombre, notamment pour professeur Martin, le directeur général de l'ANVAR également l'a dit, la recherche se porte très bien, mais par rapport à ces différents dispositifs qui ont été faits, il y a quand même certains indicateurs qu'on doit mettre au vert. Et ces indicateurs, comme l'a dit le professeur Martin, il y a un dispositif qui a été mis au point. Il suffit juste de l'actionner pour permettre véritablement à une structure comme le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement d'avoir véritablement des moyens financiers pour pouvoir permettre de financer les projets de recherche. Il y a également un dispositif qu'il faut mettre effectivement au vert parce que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a prévu de construire des plateaux techniques.
gérer dans la zone du plateau central et non dans la région des Hauts-Bassins. C'est-à-dire le plateau technique, c'est tous les appareils et outils lourds qu'une seule structure ne peut pas acquérir, gérer et maintenir. Donc, s'il y a un plateau technique où l'ensemble des équipes de recherche pourront avoir accès pour faire leurs recherches, ça leur évitera d'aller forcément à l'extérieur pour faire les recherches. Parce que souvent, lorsqu'on va à l'extérieur pour faire certaines analyses, on a des résultats qui restent là-bas. Voilà. Donc, ensuite de ça, et tantôt le professeur Martin a parlé également de l'absence ou du moins de la faiblesse de nos unités industrielles qui permettent effectivement cette symbiose, cette synergie recherche et développement industriel. Je pense qu'effectivement, c'est un dispositif aussi qui était prévu dans le cadre du programme présidentiel de créer le technopôle. Et je pense que au niveau du ministère, depuis l'annonce de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, 15 milliards pour favoriser la recherche sur les maladies infectieuses et la production de médicaments, je pense qu'il est prévu au niveau du ministère que effectivement ça puisse permettre de créer justement cette ambition de technopôle. Donc il y a pas mal de dispositifs, mais ces dispositifs sont corrects. Il reste à mettre un certain nombre de boutons au vert pour que les choses aillent très bien. D'accord. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Docteur Nebié, dites-nous, est-ce qu'actuellement il y a une passerelle de collaboration entre vous et les tradis thérapeutes burkinabés? Merci pour cette question. Il faut dire que j'ai suivi avec intérêt tout ce qui a été dit depuis le début. On a beaucoup parlé de l'IRSS. L'IRSS, c'est l'Institut de recherche en sciences de la santé. C'est l'un des 4 instituts du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Et l'IRSS, comme l'a dit encore le professeur Martin, depuis les années 78, était l'Institut de recherche sur les substances naturelles. Donc ça a évolué, c'est devenu l'IRSS. Et aujourd'hui, le département médecine et pharmacopée traditionnelle travaille essentiellement à valoriser tout ce qui est plantes médicinales pour les amener vers le médicament. Vous avez le cas du FACA, mais je peux vous dire qu'actuellement, il y a au moins 5 médicaments, formules prêtes au niveau de l'IRSS, prêtes à aller vers l'essai clinique pour tantôt sur l'hypertension artérielle, contre un antiparasitaire exactement, ou également des trucs comme un anti-inflammatoire. Donc il y a un certain nombre de produits aujourd'hui qui sont de l'IRSS, parce que l'IRSS quand même a une unité de production appelée UPharma, mais comme on l'a dit, les essais cliniques coûtent très cher. Parce que pour le faire dans les normes, tantôt expliqué par le professeur Martin, ça coûte énormément cher, parce qu'il faut recruter des médecins, il faut recruter des malades volontaires, il faut les assurer parce qu'il y a des risques, il faut recruter du personnel de santé, il faut que ça se passe dans un milieu hospitalier, etc. etc. Donc l'essai clinique coûte très cher, ce qui fait qu'on a un certain nombre de recettes qui sont là. Sinon, c'est pour vous dire que la collaboration entre l'IRSS et les tradipraticiens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je suis d'accord également qu'il faut les mettre en confiance. Parce que les tradipraticiens, lorsque vous travaillez ensemble et on aboutit à un résultat, et si ce résultat est exploité, il faut bien sûr que quelque chose les revienne parce que évidemment, nous sommes les détenteurs de cette connaissance endogène. D'accord. Donc, pour moi, c'est vrai qu'aller breveter tout de suite, il faut décrire toute la recette. D'autres sont réticents parce que c'est aussi la meilleure façon de se copier également, de se faire copier également. Donc, ce qu'on peut faire pour renforcer cette confiance, cette mise en confiance entre la collaboration entre la recherche et les praticiens, peut-être c'est de voir avec CNPI et puis DG en bas, dès le début, c'est de signer une espèce de contrat et assisté peut-être par un huissier, je dis des choses comme ça, je ne suis pas spécialiste de la question, et dans ce contrat, on indique un certain nombre de clauses. C'est comme si vous collaborez avec un labo à l'extérieur ou au niveau national et vous travaillez sur une thématique donnée, vous pouvez signer des clauses de confidentialité où l'autre n'a pas le droit de faire ça sans l'accord de l'autre, etc. D'accord. Donc on consigne tout ça. Et comme ça, un jour, si ça aboutissait à quelque chose et que l'autre partenaire ne respectait pas ça, il peut toujours avoir un recours. C'est ça. Je pense qu'un tel document oui. peut permettre de
fidéliser, de en les tout mettre cas, en confiance. voilà, c'est une piste de solution. Parce que la recherche sur les alors, docteur Nebié a besoin des tradipraticiens. D'accord. En tout cas, merci grandement à vous. Et ce que vous dites, c'est effectivement une piste de solution. J'espère que cela va être exploré pour mettre les tradis praticiens un peu plus en confiance. Merci à vous, docteur Nebié Roger, directeur, donc délégué général du Centre national de recherche scientifique et technologique à CNRST. Je reviens très rapidement à toi, Stéphanie Zongo, pour prendre peut-être une ou deux questions encore. Alors, donc, deux questions qui viennent de nous parvenir. Il y a Léo Tia Lazare qui dit « J'aimerais savoir si les traitements de la pharmacopée ont des inconvénients, effets secondaires après traitement comme les produits modernes. » Et Souleymane Diallo qui nous dit qu'au CHR de Tinkodogo, il y a un bâtiment des tradis praticiens qui apporte son soutien à la médecine moderne. À quand pour les autres CHR? D'accord. Merci, on va répondre à cela déjà. Alors, inconvénients, Madame Dianda, quels sont les inconvénients d'utiliser la médecine traditionnelle? Les inconvénients, bon, ça dépend des pathologies, des maladies qu'on traite et des produits qu'on utilise. Et si toutefois il y a des effets secondaires, je n'ai pas bien saisi la question. Non, parce que peut-être que le truc, l'appelant, en fait, l'auditeur, le téléspectateur veut être rassuré. Non, c'est bon, je pense. Il veut être rassuré qu'en allant vers les tradis praticiens, il n'aura pas de conséquences néfastes, il n'aura pas d'inconvénients. Non, si d'effets secondaires, peut-être. Le tradit praticien connaît son travail. Si le médicament développe des effets secondaires, il le signale au patient avant de lui donner le médicament. D'accord. Voilà, c'est comme la médecine moderne. Okay. Chacun connaît son travail. D'accord. Voilà, s'il y a un effet secondaire après la prise de médicaments, il doit le signaler au patient. Au cas où tu as des vomissements, c'est le produit, ne t'inquiète pas, tu peux continuer. D'accord. Voilà. Je pense qu'il a compris. Alors, au CHR de Tinkodogo, Dr Somé, il y a donc un centre de tradithérapie et les tradipraticiens là-bas prêtent main forte donc, aux médecins de la médecine moderne. Vous confirmez cela? Tout à fait. Oui. C'est ce que nous avons appelé les structures d'interface. Structures d'interface, ça veut dire entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Okay. Il y en a un à Tinkodogo, effectivement, et un à Waïgouya. OK. Et quel est le bilan qu'on peut en faire? Fonctionnalité, nous sommes là-dessus. D'accord. Voilà. Okay. Et pour répondre à sa question, dans tous les nouveaux CHR, CHU qui seront désormais construits, il y a cette structure d'interface qui est prévue. C'est pour booster la collaboration justement entre médecine traditionnelle et puis médecine conventionnelle. Et médecine conventionnelle. Alors, je me tourne vers vous, M. Tassambedo. Il y a une piste de solution qui a été lancée donc tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. Ok, merci bien. Par rapport à cette proposition du délégué général du CNRST, on en avait déjà discuté. Oui. Compte tenu de la complexité de la collaboration qui existe entre les chercheurs et les tradipraticiens. Donc, c'est essayer de l'approfondir avec l'ensemble des acteurs pour que le tradipraticien puisse se trouver dans une conscience vraiment bien avérée avant de s'engager dans quoi que ce soit et s'attendre à ce qu'il puisse tirer profit issu de ses savoirs. Parce que la préoccupation qui est tout le temps revenue sur les lèvres, c'est que les chercheurs viennent vers eux, essaient de comprendre leur savoir, décident de les accompagner et par la suite disparaissent avec les fruits issus de la recherche. D'accord. Alors, je m'en voudrais de ne pas prendre Dr Nadambega comme signal au téléphone. Alors, Dr Nadambega, bonsoir. Oh, bonsoir. Alors, nous vous écoutons, docteur. Allez-y. D'accord. Okay. En fait, je voulais juste pour poser une question par rapport à propriété intellectuelle, parce que nous avons des tradipraticiens qui ont eu, je connais un qui avait 8 recettes qu'il a envoyées au Cameroun pour l'OAPI. Bon, il est revenu avec des numéros. Bon, il a demandé, mais qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Bon, nous voulons savoir, quand on envoie par exemple les recettes au niveau du Cameroun, qu'est-ce que vous faites avec ça?
pour pouvoir assurer au moins les praticiens. Ça, c'est un. Et il faudrait aussi que nous fassions au niveau du professeur disait que nous sommes dans un cadre occidental. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'au niveau de la médecine traditionnelle, il faut savoir que la médecine traditionnelle n'est pas seulement pour avoir de l'argent. Ils ne mettent pas l'argent dans la tête. De ce qui fait que quand ils ont amené leurs recettes, ils n'ont pas parlé de récompense. Voilà. Donc il faudra que nous, on tienne compte de leur conception, de la conception de la médecine au niveau traditionnel avant de voir comment nous allons collaborer. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec le professeur Sawadou qui est passé. Donc il faudra que nous ne pensons pas occidental, mais que nous soyons africains et traditionnels et pensés comme eux pour pouvoir les comprendre. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci donc à Dr Nadambega. Alors, on va y aller très rapidement parce qu'on est pratiquement au terme donc de cette émission. Monsieur Tassambedo, dites-nous, alors donc un tradithérapeute qui a envoyé ses recettes à l'extérieur, si je ne m'abuse, au Bénin. Dites-nous-en un peu plus. Au Cameroun. Au Cameroun. Ok, merci bien. Le Cameroun, c'est le siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dont la représentation nationale est le Centre national de la propriété industrielle. Donc, ce que je voudrais demander, ça fait presque 8 à 9 ans que je suis au sein de la structure, mais à ma connaissance, je ne sais pas de quel dossier il s'agit. Si l'intéressé pouvait nous contacter dès demain ou les jours à venir, nous allons voir dans quelle mesure comprendre de quoi il est question. Mais vraiment, ça m'étonne. Ça m'étonnerait que ce soit des recettes qu'on puisse envoyer comme ça sans au préalable l'accompagner dans la rédaction. Et il aurait reçu des papillons en retour. Bon, oui. Vous pourrez approfondir cela tout à l'heure, je pense aussi avec M. Sommet. Voilà, vous pourrez approfondir la question. J'aimerais faire réagir M. Kendrebero par rapport donc à ce que vous aviez dit tantôt. Vous dites que nous sommes dans un cadre moderne et Dr Nadambega n'est pas d'accord du tout avec cela. D'accord, ok. Effectivement, je l'ai dit au début de mon propos, hein, vous avez plus de 70% donc des populations qui ont recours aux produits de la médecine traditionnelle sans avoir besoin d'une quelconque homologation ou d'un quelconque brevet. Ça veut dire que même si on ne fait rien, ben, les gens utilisent les produits de la médecine traditionnelle parce qu'ils y croient. Maintenant, la démarche actuelle qui vise donc à valoriser, ou bien si vous voulez, à revaloriser donc les produits de la médecine traditionnelle, ben, cette revalorisation-là, elle va vers qui ? Parce que pour le commun des Burkinabés, ils n'attendent pas qu'il y ait des recherches ou autres qui soient faites pour déjà utiliser. Donc, nous, en notre sens, lorsqu'on parle de valorisation, de revalorisation, c'est peut-être pour vis-à-vis donc de nos partenaires occidentaux, pour arriver à leur prouver que, ben, écoutez, nos traitements marchent. Voilà. De la même manière que la médecine chinoise a réussi à prouver donc aux Occidentaux que leur médecine traditionnelle fonctionne, mais si vous voulez prouver à un interlocuteur que votre produit fonctionne, il faut parler son langage. C'est pourquoi on utilise des outils scientifiques pour pouvoir convaincre nos interlocuteurs occidentaux. Donc le monde moderne, c'est par rapport à cette ouverture-là. Sinon, à la limite, on n'en a pas besoin. D'accord. Maintenant, ce que j'ai dit également dépend de ce que le ministère de la Santé a défini comme stratégie. La stratégie du ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que les médecins modernes travaillent avec les tradithérapeutes. Ça veut dire qu'il faut que le médecin comprenne ce que le tradithérapeute fait. Le médecin, il a été formé à partir d'un certain corpus scientifique, mais il faut qu'avec ces mêmes éléments, lui, il puisse comprendre que ce que le tradithérapeute fait fonctionne. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans un modèle où nous avons besoin d'outils scientifiques modernes pour nous faire comprendre de nos interlocuteurs. Sinon, à la limite, on n'a même pas besoin de faire de la recherche, puisque les populations les consomment. D'accord, je pense que c'est très bien compris. Voilà, donc c'est ça mon... Alors, docteur Sommet, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Hein. Alors, vous qui êtes chef de service médecine traditionnelle et alternative, il y a beaucoup de questions, je le vois, à vous-même, votre propre niveau. Est-ce que les perspectives sont heureuses pour une plus grande reconnaissance de la médecine traditionnelle au Burkina? Elles sont vraiment... il y a beaucoup de perspectives. Et comme l'a dit, il nous faut
un cadre de concertation. Si nous avons un cadre de concertation formel, les tradipraticiens sont là. Ils sont disponibles, ils sont courageux. Et je vous fais pas une confidence. Par rapport à Covid-19, il y a 2 praticiens qui ont fait un aveu. Ils ont dit un praticien de la médecine alternative et un praticien de la médecine traditionnelle. Docteur Somé, vous et votre équipe, ne vous découragez pas. Dans 2 ans, tout le monde entier viendra se soigner au Burkina ici. Donc, ça veut dire que notre flore est très riche. Et comme disait le professeur, c'est une histoire de compréhension. Et nous pensons que s'il y a ce cadre formel que nous avons interrompu depuis au moins 2015, s'il y a ce cadre formel entre les acteurs qui sont sur plateau, élargi à d'autres secteurs, je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Ayons une approche pluridisciplinaire, multisectorielle de la médecine traditionnelle, comme le disait, le sociologue, il a sa place. L'ethnologue, il a sa place. Le linguiste, il a sa place. Le biochimiste, il a sa place. Le commerce, le juriste, tout le monde a sa place dans la valorisation et la promotion de cette médecine. Nous avons les ressources, nous avons l'expertise. Et après, il y a la volonté politique également, qui importe beaucoup. Voilà, parce que le cadre juridique n'est pas mauvais. Voilà, après, c'est peut-être l'application, la volonté politique de dire, OK, on passe à cette étape d'utilisation. On met les budgets. Et on met les budgets qu'il faut. Ce que je voulais ajouter, c'est que... en 1 minute, s'il vous plaît. Voilà, c'est-à-dire que le critère pour évaluer une volonté politique, c'est les moyens qu'on met. Pour faire des discours, si vous ne mettez pas les moyens, ben, vous arrêtez au stade des textes. C'est ça. Il faut mettre les moyens, il faut organiser les acteurs, et puis bon, il faut inventer ou bien trouver en tout cas un modèle économique pour que nos tradithérapeutes puissent vivre de leur art. De leur art, c'est ça. Alors, voilà. Madame Dianda, on va terminer avec Madame Dianda très rapidement. Monsieur Somé, c'est pratiquement fini là. Non, juste pour rebondir. En 15 secondes. En 15 secondes. Oui. C'est pour cela que nous avons toujours exigé la mise en place d'un fonds d'appui à la médecine traditionnelle. Ça résolverait tous les problèmes que nous connaissons et c'est pour abonder dans ce sens. Tant qu'il n'y a pas de moyens. D'accord. Appel du pied donc au ministre de la Santé. Alors, Madame Dianda, pour terminer. Oui. Bon, je rejoins le docteur Somé dans ce sens. Le financement pour les cas de rencontre. Parce que vous, les 15 millions, vous n'en avez pas, les 15 milliards, vous n'en avez pas entendu parler. En tout cas, on attend toujours. Vous attendez toujours. On attend toujours. Okay. Alors que vous êtes dans la recherche. Vous faites même des propositions déjà. Oui, beaucoup même. D'accord. Donc, je remercie BF1 et tous les acteurs, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont confiance à la médecine traditionnelle, les chefs coutumiers, tout autour, toute la population burkinabé. Je les remercie et que Dieu nous donne la santé. Amen et merci. Dieu nous protège. Merci. Alors, Stéphanie Zongo, je reviens à toi simplement pour dire au revoir aux invités parce qu'on n'a pas le temps de prendre encore des questions. Est-ce que toi, tu utilises la médecine traditionnelle pour te soigner, Stéphanie? Oui, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Donc, mais avant de dire au revoir, quand même, je tiens à rappeler que les internautes ont demandé les contacts. Donc, on verra comment faire pour vous communiquer les contacts que vous avez demandés. Il y en a qui ont demandé avec des noms bien précis. Il y en a qui ont juste demandé les contacts de façon globale des tradithérapeutes pour pouvoir se soigner. Donc, on verra comment répondre à ces questions-là. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écrit, qui ont pris de leur temps pour nous regarder. Merci pour votre fidélité et bonne suite. Voilà. Et on va peut-être permettre très rapidement à Mme Dianda de donner son numéro de téléphone. Je réponds au 78 24 93 47. Et je rappelle que j'ai été la secrétaire des tradipraticiens pendant 15 ans. Donc, j'ai presque tous les contacts des tradipraticiens. Et si on me rejoint pour un problème quelconque, je peux les orienter chez d'autres tradipraticiens si je ne peux pas les résoudre. Dans ce cas, s'il vous plaît, reprenez le numéro parce qu'on risque d'être inondé tout à l'heure. Reprenez le numéro. Et je réponds au 78 24 93 47.
Et tout est dit. Voilà. Je vais ajouter le numéro du président aussi. Du président du réseau, voilà. oui. 78 52 22 61. Formidable. Du président des réseaux des tradipraticiens. Voilà. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'ai discuté la dernière fois, vous avez peut-être suivi même à l'émission Leçon de vie sur BF1, donc le vieux d'Abiré, qui nous parlait de ce courant de pensée, le séitonisme, qui veut dire donc qu'il faut être soi-même. Et être soi-même, c'est se soigner à l'africaine également. Je vous dis merci, ciao, bye bye. Et à jeudi pour un autre numéro de Actu Covid. C'est parti.